On va reprendre donc ce matin avec 2 conférences plénières qui vont nous entraîner dans un autre regard, une autre vision, un autre éclairage, qui est celui des sciences sociales. Donc on a choisi de rassembler ce matin 2 conférenciers issus des sciences sociales et qui ont des intérêts de recherche qui sont très complémentaires, pas du tout les mêmes. Donc je pense que ça va permettre de nouveau des croisements assez intéressants. Et nous allons accueillir tout d'abord André Area. André Area qui est bien connu en Belgique dans le domaine des migrations, mais il est professeur de sociologie, il est doyen de la faculté, alors il ne faut pas que je me trompe dans le nom de la faculté, parce que c'est philosophie et sciences sociales, à l'ULB. Il est le fondateur du groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité qu'on connaît mieux sous le terme GERM. Et il coordonne le Centre interdisciplinaire de migration, asile et multiculturalisme à l'ULB. Et il va nous présenter aujourd'hui un concept qui nous a semblé extrêmement pertinent à intégrer et à utiliser aussi dans nos travaux de santé publique, par exemple, qui concernent les migrations, qui est le concept de carrière migratoire. Je ne vais pas du tout essayer d'expliquer ce que c'est, parce que sinon vous serez perdus, et je vais passer la parole à André Area. Merci beaucoup Myriam, bonjour. Alors en fait, donc je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine de la santé, et je suis des sciences sociales. Donc j'ai 2 handicaps au départ. Donc l'idée de cette présentation, et je pense que l'idée de Myriam, c'était aussi que je vous propose ou je vous suggère un concept qu'on a utilisé dans les enquêtes qu'on a réalisées, mais vous allez voir, c'est surtout sur le marché du travail, qui est celui de carrière migratoire, qu'on a préféré à celui de trajectoire. C'est pas pour faire la chochotte, mais c'est juste pour expliquer qu'il y a des concepts qui sont importants et qui se réfèrent à un certain nombre de contenus qui peut-être peuvent être utiles aussi pour la santé publique en général. Et c'est ce que j'essaierai de faire dans l'exemplification que je proposerai de ce concept. Alors c'est un concept qu'on a proposé avec Marco Martiniello dans un article qui était paru, c'est juste si je voulais retrouver, je mettrai à disposition les slides, dans une revue de sociologie en français et une qu'on a plus développée en anglais, et dans 2 ouvrages qu'on avait fait sur la migration des femmes en Belgique, et d'autre part sur le marché du travail, sur lequel je vais essentiellement me baser. Alors d'abord, il y a une chose, parce que je l'ai vu sur les différents tableaux qui sont présentés, ou les posters plus exactement, c'est peut-être vous, spécialistes de la santé, vous êtes davantage confrontés que n'importe qui aux nouvelles migrations, parce que vous voyez ce qu'on appelle les primo-arrivants. Bon, et vous les voyez plus souvent qu'on les voit d'ailleurs dans les images de télévision, dans la presse, etc. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que cette question, je voudrais aller vite sur ces 3 points-ci, mais la migration n'est plus aussi simple qu'elle ne l'a été par le passé, parce qu'il y a un certain nombre de changements. D'abord, le changement des flux. C'est aussi une multiplication de statuts. Probablement, vous avez... Et je vais revenir sur cette question de statut, parce que la dimension juridique est aussi très importante dans cette question. Il y a sans doute plein de gens qui viennent avec des statuts différents. Il y a des réfugiés, il y a des gens, surtout d'ailleurs, qui viennent dans le cadre du regroupement familial. Il y a des personnes qui étaient étudiants qui changent de statut, etc. Donc cette question de statut est importante, et la question de l'incertitude sur le séjour est aussi quelque chose qui est important et qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a bien sûr aussi les personnes qui sont sans papiers, par exemple. Ensuite, il y a aussi la question des régimes migratoires, mais enfin ça, il ne faut pas faire de dessin avec Trump. On a bien vu qu'on est dans ouvert, fermé, régulier, irrégulier, et que ceci complique encore un peu la situation de toute manière. Et puis, il y a une autre chose qui est vraiment très importante, c'est, bon, il est décédé il y a 15 jours, Zygmunt Bauman, un sociologue, qui parlait de notre société comme une société liquide, c'est-à-dire une société dans laquelle les statuts ne sont plus définis une fois pour toutes. C'est-à-dire que on a un statut, mais ce n'est pas sûr de ce qui va se passer, dont on pourrait considérer que l'exemple le plus frappant, ceux qui ont dans la salle des enfants se disent très souvent, est-ce que le statut de mes enfants va être aussi bon que celui que moi-même j'ai connu, d'accord ? Et donc cette incertitude sur le statut, cette incertitude d'une certaine manière sur ce qui est fixé est vraiment très importante. De même que les règles elles-mêmes bougent en permanence, raison pour laquelle d'ailleurs Bauman parlait de liquidité. Ceci étant, ce qui est plus important, c'est aussi de voir, mais ça sans doute vous le voyez encore plus que je ne peux le dire moi-même, c'est l'individualisation des parcours migratoires. Il est difficile aujourd'hui de faire des catégories parce qu'il y a de plus en plus,
en fonction des multiples bifurcations, des histoires de vie des personnes, une individualisation. Et donc ces trajectoires sont de plus en plus individuelles et il faut tenir compte de cette question-là parce que finalement, il est parfois difficile d'avoir un traitement unique pour l'ensemble des personnes qui sont la cible de la politique qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors pourquoi carrière migratoire? Parce qu'il y en a marre d'utiliser intégration. Parce que c'était d'abord un concept issu de la sociologie, mais on sait bien qu'il est tellement chargé normativement qu'on ne sait pas ce que ça veut dire intégration. Donc aujourd'hui, ça devient presque une injure ou une injonction à faire quelque chose d'intégration. Donc il faut abandonner ce concept. C'est pour ça qu'on a préféré celui de carrière migratoire, qui inscrit plutôt le parcours des individus davantage le truc. Je voudrais juste dire que sur l'intégration, moi, je définis toujours l'intégration sur un point. C'est pas connaître la langue, c'est connaître la langue évidemment. C'est pas connaître s'habiller de telle ou telle manière. On est intégré quand on comprend les administrations du pays dans lequel on est. D'accord? Ce jour-là, on est intégré. C'est l'habitus administratif qui construit l'intégration. Si vous allez en France, vous ne comprenez rien. Même si vous allez à la pharmacie, vous ne comprenez déjà pas comment vous devez acheter votre médicament parce que vous ne savez pas s'il va être remboursé ou pas remboursé. Et dans le domaine de la santé, c'est vraiment fondamental parce que c'est dans le domaine de la santé qu'on comprend ce que ça veut dire être intégré ou pas être intégré. Si vous comprenez ce que c'est une mutuelle, vous êtes intégré. Si vous ne comprenez pas ce que c'est une mutuelle, c'est foutu. D'accord? Je ferme la parenthèse. Je m'énerve parfois sur ces histoires-là, mais... Et puis, il y a aussi la question qui est très importante sur les nouvelles politiques migratoires. Et je vais quand même regarder le temps. Sur les nouvelles politiques migratoires, et c'est vraiment très important, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on voit, et pour vous, c'est aussi important, ce n'est pas dans le domaine de la sanitaire, mais c'est ce qui est lié au sanitaire, c'est les droits sociaux. Puisque de plus en plus, les politiques migratoires aujourd'hui sont définies comme conditionnant l'accès aux droits sociaux. Donc, on a un trend qui a commencé au début des années 2000 et dont on n'est sans doute pas encore au bout aujourd'hui, qu'on voit d'ailleurs très bien en Allemagne surtout, et alors le pays le plus avancé dans la déstructuration de tout ça, c'est les Pays-Bas, c'est de conditionner le titre de séjour à la connaissance de la langue, connaissance de l'institution, réussite du test de langue dans le Inbürgerungsbeleg, qui est la politique d'intégration, qui lui-même, une fois qu'on a réussi le test, donne le droit à l'accès aux droits sociaux. D'accord ? Donc on est quand même dans un conditionnement aujourd'hui des droits sociaux qui n'est pas lié à l'exercice du travail, ce qui était la tradition historique, mais devient de plus en plus à la réussite d'un test qui démontre que les gens sont intégrés. D'accord ? Bon. Ce n'est pas encore tout à fait le cas en Belgique, mais si vous regardez le programme de la NVA, vous verrez, c'est marqué dedans. Alors, pourquoi passer de trajectoire à carrière ? C'est juste pour aller plus loin que l'idée qu'une carrière, ce n'est pas qu'une succession. C'est ce que je voudrais... Enfin, il y a une idée, vous allez voir, il y a une idée simple, très simple, que je vais vous énoncer dans un instant, qui est de se dire que... bon, c'est très vieux, en fait, vous allez voir, j'ai vraiment pris des classiques de la sociologie. C'est de considérer qu'une carrière, ce n'est pas simplement une succession d'étapes. Il se passe quelque chose d'autre que simplement une succession d'étapes. Et d'ailleurs, Hughes, qui était le prof des deux sociologues que je vais vous présenter dans un instant, en gros disait il y a plein de manières de réussir sa vie. Il ne faut pas nécessairement réussir sa vie en réussissant sa vie professionnelle. Il y a des gens qui vont considérer, et vous vous êtes sûrement confrontés à ce genre de situation, et d'autant plus aujourd'hui, qui est de dire, si je réussis à être un bon musulman ou si je réussis à être un bon chrétien, j'ai réussi ma vie, indépendamment du fait que j'ai réussi ou non à avoir un emploi ou pas. D'accord ? Moi, je prends juste la dimension religieuse parce qu'elle est importante aujourd'hui comme cadre de pensée pour beaucoup de gens. Alors, je prends deux livres, c'est des précurseurs, c'est vraiment pour ceux qui vont dire... Mais bon. C'est le livre de Howard Hughes qui s'appelle Outsiders, qui est un livre très particulier puisque c'était un livre qui porte sur la carrière des fumeurs de marijuana et de savoir comment est-ce qu'on devient fumeur de marijuana en 1948, évidemment. Et comment est-ce qu'on devient joueur de jazz, toujours en 1948 aux États-Unis. Et le deuxième, c'est Asylum de Goffman, qui est l'étude de c'est quoi une institution totale, c'est comment vivent les internés dans un asile psychiatrique, toujours en 1957. D'accord ? Donc c'est très vieux, c'est pas de l'antipsychiatrie, je vais passer par là, mais c'est juste pour deux ouvrages qui parlent de carrière et qu'est-ce qu'ils en disent. D'abord, chez Goffman, c'est quoi ? C'est l'idée qu'une carrière, c'est un ensemble de modifications durables qui sont assez importantes et qui sont fondamentales pour les personnes et que toutes les personnes vont partager. Donc du genre, c'est clair, quand vous rentrez dans un hôpital, vous devenez un malade. C'est-à-dire que vous perdez votre identité de monsieur X ou madame Y. Vous êtes le malade. D'accord ? Et il y a un certain nombre de rites de transformation institutionnelle qui est vous devez changer de vêtements, vous devez vous dépouiller, il y a des rites d'initiation. Enfin, il y a une série de choses qui fait que rentrant dans une institution, d'une certaine manière, vous vous dépouillez de quoi ? D'une partie de votre identité sociale. C'est ça l'idée centrale, vous allez voir dans tout ce que je vais vous dire. C'est une transformation de l'identité sociale aussi qui est liée à un processus d'entrée dans une institution.
Et puis, ce que dit Goffman, et auquel il a fait attention, lui, c'était tous les petits événements qui, encore une fois, sont là et qui concourent d'une certaine manière à changer la manière dont l'individu va se percevoir, mais surtout la manière dont il pense que les autres le perçoivent. Puisqu'il y a un double processus, c'est le processus de transformation de sa propre identité pour lui-même, mais c'est aussi la transformation de son identité dans les yeux des autres. Et ça, vous connaissez très bien, quand vous rentrez, c'est un truc très simple, quand vous rentrez dans un job qui a une dimension institutionnelle très forte, eh bien, vous changez, vous, votre manière de vous penser vous-même, mais vous avez les membres de votre famille, les amis, etc., qui vous perçoivent différemment, puisque d'une certaine manière, votre identité est aussi construite par le regard des autres. Bon, là, c'est juste pour mémoire, il avait fait ça. Ça, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante de l'ouvrage, 3 phases, mais ce qui est intéressant, c'est de dire dans l'hospitalisation, il y a la préhospitalisation. Bon, alors ça concerne les internés, ça concerne la psychiatrie des années 50. Et c'est quoi? C'est en gros l'idée de dire que quand on rentre dans un hôpital psychiatrique, à l'époque, c'est on se sent trahi par les siens, puisqu'on va dans quelque part où on ne veut pas aller, que c'est les autres qui nous poussent à aller. Bon, on sait bien que la loi est passée là-dessus depuis longtemps. L'hospitalisation, ben, c'est la transformation de l'identité qui est conforme à l'institution dans laquelle on se trouve. Et d'autre part, la post-hospitalisation, c'est comment recréer une identité sociale de soi-même alors qu'on est passé par une identité institutionnelle qui a été celle de l'hospitalisation. D'accord ? Mais encore une fois, on voit que ce sur quoi je voudrais insister, c'est cette dimension de transformation des pratiques qui est liée à la transformation des identités. Voilà, c'est ça que c'est l'idée centrale de mon propos, en fait, d'une certaine manière. Becker, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il analyse les fumeurs de marijuana dans les années... donc, les premières interviews, c'est 48, si mon souvenir est bon. Et qu'est-ce qu'il dit? Une carrière, c'est un processus de changement de statut et de position. C'est pour ça que ce n'est pas que trajectoire. Trajectoire, c'est comme si c'était des étapes dans la vie. Or, quand on prend une carrière, les individus changent de statut. Ils peuvent être mères au foyer, ils peuvent devenir travailleuses, on peut être mère, mais avant on était femme et le fait d'avoir un premier enfant fait qu'on change d'identité. D'accord ? Donc ce sont des éléments de statut social qui vont changer en fonction des étapes de la vie. Et ce n'est pas simplement une étape derrière l'autre, parce que c'est une étape de transformation de comment on se perçoit et de la manière dont on va activer des motivations pour continuer à être ce qu'on veut être ou changer son identité. Je reviendrai sur l'identité prescrite, puisque j'en ai vu quelques fois sur la question de l'islam tout à l'heure. Et donc, le passage d'une étape à l'autre, c'est un processus d'apprentissage par lequel l'acteur, d'une part, apprend une pratique spécifique et d'autre part, construit une représentation de cette activité qui lui permet de préserver une image acceptable de lui-même. Ça, c'est fondamental. Et ça, je pense que vous pouvez tout à fait la traduire dans les pratiques liées à la santé publique. C'est quoi ? Ce qui est important dans la carrière, c'est la question de la pratique, c'est l'apprentissage. Je n'ai pas d'autres exemples, ce n'est pas pour faire l'éloge de la dépénalisation du cannabis, encore que. Apprendre à fumer, c'est quoi? C'est apprendre à connaître les effets qu'on a sur soi-même. C'est apprendre à savoir comment il faut s'approvisionner, d'accord? Mais c'est aussi apprendre à accepter comme on est pour les autres, etc. Et puis, c'est aussi une manière de construire une activité qui permet d'avoir une image de soi qui est toujours aussi positive. C'est-à-dire que je fais quelque chose, mais en même temps, je ne dis pas « je suis un con, ça ne va pas, je ne redis pas dû », etc. C'est d'une certaine manière une valorisation de l'identité que l'on a à ce moment-là. Alors imaginez, je les ai vus là tout à l'heure, sur la question de donner du lait artificiel versus donner le sein, c'est qu'est-ce que ça a comme pratique? Donc c'est une pratique dont il faut voir comment l'apprentissage se constitue. Là, c'est vraiment en freestyle, hein, c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est apprendre comment on pratique cela et en quoi cette pratique transforme mon identité dans le sens de je résiste, je l'accepte ou je la fais accepter à autrui. Parce qu'il faut aussi la faire accepter à autrui, parce qu'il ne suffit pas de la faire accepter à soi-même, il faut aussi la faire accepter à autrui. D'accord ? Bon, ça, pour moi, je pense que voilà, c'était une idée que je voulais juste donner, c'était celle-là. Je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait être repris dans les analyses que vous réalisez à partir des pratiques liées à la périnatalité. Bon, je ne vais pas m'identifier. Voilà, ça c'est vraiment le point. Donc, ça s'agit d'un processus d'apprentissage d'une pratique et de changement d'identité sociale. Et l'identité sociale, ça c'est important. Alors ça, c'était juste parce que Becker a étudié les fumeurs de marijuana, mais surtout c'est un pianiste de jazz, donc il a aussi expérimenté en fait ce qu'il faisait dans les caves à l'époque où c'était considéré comme une musique de dégénéré, avant que ça ne devienne la musique de la super élite. C'est l'idée que pour pouvoir avoir cette pratique, il faut transformer aussi le regard dans le sous-groupe dans lequel on est.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Le poids, je vais juste prendre un exemple. Le poids du groupe est toujours important. Et aujourd'hui, il est encore plus important que par le passé. Au plus, les institutions... Parenthèse. On est dans une société liquide. On est dans une société où les institutions sont en pleine déliquescence. L'école, la police, la justice, ne parlons pas du politique, c'est encore pire. Quand les institutions les plus puissantes qui ont structuré la société industrielle et démocratique sont en déliquescence, le repli se fait sur des groupes que l'on considère comme étant constitutifs de l'identité de soi. D'accord ? Ceux-ci deviennent des recours qui ont une valeur prescriptive toujours plus forte sur les pratiques. Tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça, le texte dit que tu peux faire ceci ou tu ne peux pas faire ceci, etc. Donc c'est aussi lié à la déliquescence des institutions. Et de ce point de vue-là, l'hôpital est aussi en déliquescence. C'est quoi un hôpital aujourd'hui? C'est un flux. Est-ce que c'est encore une institution? Non, c'est un flux. Les gens rentrent, ils sortent, et surtout, il faut les faire sortir le plus vite possible. D'accord? Donc je pense que cette question-là, elle est vraiment... enfin, je m'écarte là-dessus, mais je pense qu'elle est importante de bien avoir en tête que l'idée de la sous-culture organisée est importante, mais elle est aussi importante pour comment trouver des solutions pour faire... transformer les pratiques de certaines personnes qui sont en résistance par rapport à ce que l'on considère, en particulier par rapport à les normes qui sont les nôtres au niveau de la santé, les normes les plus judicieuses. Et puis c'est lié à quelque chose qui est important, que j'essaie de développer donc, dans le concept de carré migratoire. Alors là, excusez-moi, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire du concept que je propose, mais je vais d'abord regarder combien de temps il me reste. Oui. Je vais juste vous montrer ce qu'on a fait de ce concept. Donc, encore une fois, prenez-le de manière heuristique. C'est qu'est-ce qu'on en a fait et comment on pourrait l'utiliser dans le domaine des enquêtes en santé publique. Alors, la première chose, c'est qu'il faut toujours allier les dimensions objectives et subjectives. Ça veut dire quoi? Vous allez voir, c'est dans les déterminants que l'on analyse, c'est tenir compte d'un certain nombre des éléments qui s'imposent aux individus et d'autres qui est comment est-ce qu'ils pensent de la réalité qu'ils vivent en permanence. Ce qui suppose aussi de partir des expériences de vie et de la question de la subjectivation des politiques publiques. Dire, on va faire une campagne de vaccination. Bon, on peut dire, ouais, ça c'est une évidence. Non, c'est pas si évident que ça. C'est évident à partir du moment où cette dimension a été intégrée dans la société, constituée comme une norme et qui n'est pas contestée par ceux qui voudraient la contester pour plein de raisons de la contester. Donc on est obligé à un moment donné aussi de tenir compte de la manière dont les individus vont subjectiver, vont transformer, vont faire pour eux l'interprétation de ce qui leur est imposé. D'accord ? Et c'est important d'avoir cette attitude-là de faire attention à la subjectivation, non pas pour la valoriser, parce qu'il ne suffit pas de dire que cette personne est conne, elle n'a rien compris. Non, ce n'est pas qu'elle est conne, elle n'a rien compris. Elle transforme ce qui lui est imposé sur base des cadres de référence qui sont les siens. Ce qui n'est pas la même chose. Donc ça veut dire qu'il faut faire un autre travail. Il ne suffit pas de dire elle n'a rien compris. Il est possible aussi qu'elle n'ait rien compris parce qu'elle ne comprend pas la langue, ou parce qu'elle est un peu têtue, ou parce que franchement elle ne comprend pas. Mais il faut tenir compte aussi de la manière dont les individus vont traduire dans leur système à eux, dans leur système d'interprétation, ce qu'il leur est imposé à un moment donné. Donc l'importance du sens, l'idée du... oui. Et puis la question de la réussite et de l'échec, ça c'est peut-être important. Je ne maîtrise absolument pas ce qui en santé publique peut être défini comme tel. Mais encore une fois, l'échec n'est pas nécessairement un échec et un succès n'est pas nécessairement un succès. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut être attentif à cela. Et le succès à court terme n'est pas celui à long terme. Mais je pense que c'est important à un moment donné, quand on fait des processus d'évaluation, de tenir compte aussi de la dimension de l'échec et de la réussite, puisque un échec ou une réussite, ce n'est pas une donnée, c'est une perspective. Il y a toujours une dimension téléologique à la dimension de l'échec ou à celle de la réussite. Ce n'est pas nécessairement là à un moment donné, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et puis je reviens toujours là-dessus, c'est les pratiques d'apprentissage. Les pratiques d'apprentissage, c'est comment les individus font ce qu'ils font, comment on allait, et comment est-ce qu'on voudrait qu'ils allaient, et quels sont les systèmes de référence qu'on utilise. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait ? On a fait quelque chose qui est très spécialisé. Je suis désolé, donc c'est vraiment sur le marché du travail. Donc je vais vous montrer comment on l'a utilisé sur le marché du travail. On donne évidemment, parce que c'est le marché du travail, une importance colossale au statut juridique. Mais je pense qu'en santé publique, ça c'est très important aussi, puisque le statut des migrants
va conditionner le type de traitement qu'ils vont pouvoir avoir. Ils sont en règle, ils ne sont pas en règle. Est-ce que la mutuelle paye, ne paye pas? Est-ce que le CPS va payer? Est-ce qu'il ne va pas payer? Donc je pense que la dimension de statut juridique peut être très importante, s'agissant en particulier des primo-arrivants. Bon, on va laisser tomber le capital juridique et le statut juridique que je viens de lire. Et puis il y a la question de la professionnalisation de la migration. C'est dans le processus migratoire, il y a aussi quelque chose qui est les migrants construisent des connaissances qui sont partagées dans le groupe dans lequel ils sont. Et il ne faut pas dénier l'intérêt de porter à comment, puisque c'est aussi comme ça que ça peut se diffuser ce qu'on pourrait appeler dans un langage managérial une bonne pratique, mais c'est aussi que c'est comme ça que se diffusent aussi des idées complètement farfelues, voire même des préjugés. D'accord ? Donc cette dimension de connaissance qui se construit à l'intérieur d'un sous-groupe est vraiment importante aussi, puisque quelque part, elle peut conditionner la réussite ou l'absence de réussite d'une politique qu'on veut essayer de mettre en œuvre. Alors, les composants de la carrière migratoire, pour nous, étaient de 3 ordres. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est tout à fait utilisable en santé publique, mais je pense qu'il y a des choses qui pourraient l'être. C'est tenir compte de 3 types de dimensions. La première, c'est ce qu'on appelle la structure des opportunités et des contraintes, les caractéristiques de l'acteur et le réseau social et le capital social. Je vais détailler ces 3 points. Donc l'idée, c'est à partir de ces 3 axes qui renvoient à un certain nombre d'indicateurs, c'est construire un modèle d'analyse qui tienne compte de ce que peut être une carrière migratoire et qui donne évidemment lieu, mais ça c'est juste par facilité du sociologue, à des typologies d'acteurs ou de conduite, ce que je vais vous montrer aussi juste après. Mais on n'en arrive pas toujours à le réaliser. Ce qui est important, c'est que cette manière de penser les carrières migratoires peut être adaptée à la fois à un protocole basé sur une enquête quantitative ou des protocoles basés sur des enquêtes qualitatives, sur des interviews. D'ailleurs, on a fait les deux et ça marche dans les 2 cas. C'est quoi la structure des opportunités et des contraintes? Bon, en réalité, c'est les nouveaux migrants. Et je vais prendre ces nouveaux migrants parce qu'ils sont vraiment, c'est eux qui sont plus intéressants de ce point de vue-là, mais je sais bien que vous allez me dire que ce n'est pas qu'eux, puis il y a aussi les 2e génération, ils sont encore plus têtus, c'est encore plus compliqué, donc je suis d'accord avec vous, et on peut revenir là-dessus sur les questions. C'est l'environnement politico-légal, c'est de voir l'ensemble des conditions juridiques qui conditionnent le statut des individus. Parce que c'est un lien avec le fait de se sentir en sécurité ou pas, premier point, ou le fait d'avoir accès à certains droits ou pas, et notamment à certains droits sanitaires. Bon, le 2e est moins important pour vous, c'est l'environnement économico-institutionnel, c'est la situation sur le marché du travail, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans l'environnement, dans tout ce qui est environnement institutionnel, pour le domaine de la santé, c'est important de comprendre la structure des hôpitaux, publics, privés. C'est important de comprendre l'histoire. Je reviens sur mutuelle, sur remboursement, sur à quoi on a droit, on n'a pas. Donc cette dimension institutionnelle-là est importante, et elle est d'autant plus importante dans une situation comme la Belgique, c'est vachement compliqué. Il faut faire toute l'histoire de la sécurité sociale pour savoir comment c'est structuré. Donc ce n'est pas une belle institution qui se ramifie, c'est plutôt quelque chose de très compliqué. Donc il faut tenir compte de ces facteurs institutionnels pour analyser les carrières des individus. Ensuite, il y a l'ensemble des caractéristiques de l'individu, l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, le statut social, la nationalité, la connaissance linguistique, et bien sûr la religion, qui n'est pas ici dessus, mais qui est fondamentale, puisque la religion aujourd'hui n'est pas simplement une pratique individuelle. On sait que la religion devient de plus en plus, alors, pour une part une idéologie, mais pour une part une source de normativité. Je ne peux pas faire ça parce que c'est inscrit dans tel texte. D'accord ? Donc on est à la fois sur une dimension politique, mais on est aussi sur une dimension proprement normative, qui n'est pas nécessairement politique dans le sens global du terme. Mais c'est l'ensemble des caractéristiques des individus en fonction des groupes. Et ça, c'est encore une fois, quand on regarde les posters, on voit bien que ce sont des questions qui peuvent apparaître sur les caractéristiques des individus. Et puis il y en a un 3e qui joue un rôle quand même qui est très important aujourd'hui, c'est le réseau social ou le capital social, puisqu'on sait très bien que les relations sociales dans lesquelles les individus sont inscrits vont déterminer le fait d'aller faire des visites, de ne pas faire des visites, de suivre un traitement, de ne pas suivre un traitement. Donc la connaissance que l'on a du réseau social, et pas réseau social dans Facebook, etc., mais vraiment c'est l'ensemble des relations sociales qui sont mobilisables par les individus, est vraiment importante. Alors je donne juste un exemple qui était une enquête qu'on a fait il y a 10 ans sur les sans-papiers. C'est la grande différence qui existe entre les personnes qui sont irrégulières et les rentrées de manière irrégulière sur le territoire et ceux qui sont devenus en tant que demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile connaissent plus ces institutions. Pourquoi ? Parce que la première chose qu'ils ont fait, c'est aller à l'Office des étrangers. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'était à l'époque aller au CGRA. Ce qu'ils ont fait après, c'est aller voir un avocat, voir des associations. Ils connaissent
ce qu'on appelle le réseau des institutions formelles. Si vous en connaissiez dans les années 90 une femme qui est arrivée de manière irrégulière, par exemple, pour changer de registre, les Polonaises qui venaient en Belgique pour accoucher parce qu'elles étaient plus sûres d'aller à Saint-Pierre que d'aller ailleurs, que par ailleurs le CPS de Bruxelles payait l'accouchement, etc. Bon. C'est des gens qui étaient irréguliers, avaient très peu de contact avec les institutions belges, connaissaient très bien la mission catholique de la Pologne à Saint-Gilles et l'église catholique qui se trouve au Sablon, enfin en bas du Sablon, mais connaissaient très peu les institutions. Donc la structuration et la connaissance des institutions, qu'elles soient formelles ou informelles, c'est-à-dire communautaires versus institutionnelles, est vraiment importante et elle peut aussi jouer un rôle dans la manière de penser ces questions-là. Alors, juste pour à quoi ça sert oui, donc les supports familiaux, les réseaux, je ne vais pas aller là-dessus. Et puis, évidemment, aujourd'hui, capital social sans Facebook, tout ça, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est tenir compte aussi de l'ensemble de cette dimension qui est liée aux nouvelles technologies, qui ont cette particularité tout à fait incroyable, qui est la décompression du temps et de l'espace. Je donne juste un exemple, parce que cet exemple-là, vous allez le comprendre en 3 secondes. Je fais une interview avec un Équatorien, qui me dit oui, mais moi, j'ai besoin des liens familiaux, et donc je dois tenir les liens familiaux. Comment est-ce qu'il maintient les liens familiaux? Tous les dimanches. Il mange ensemble avec sa femme est au pays d'origine, il utilise Skype, ils sont en face chacun de leur ordinateur, et ils sont en train de manger à distance. Mais c'est de la coprésence à distance. D'accord ? Bon. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est-à-dire que les informations que les individus peuvent avoir, ce n'est pas nécessairement leur voisin, mais c'est peut-être quelqu'un qui est à 15 000 km, qui est avec un autre cadre, qui dit autre chose, qui dit non mais ce qu'on te dit c'est pas bien, c'est faux, etc. Donc il faut tenir compte aussi, quand on parle de réseau social, d'une étendue de sources d'informations qui vient complètement perturber aussi l'ensemble des relations que les individus ont avec eux. Dernier point que je vais vous montrer, c'est ce qu'on a fait avec... dans l'enquête sur l'intégration des demandeurs d'asile et plus exactement des réfugiés, parce que ceci porte que sur les réfugiés, c'est les 4 869 personnes qui ont obtenu le statut de réfugié de 2003-2006, c'est toutes les personnes, toutes, et ce n'est pas un échantillon, et on a essayé de voir ce qu'elles ont fait. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, les carrières migratoires. Ça, c'est l'ensemble des personnes. Donc, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on voyait qu'au début de carrière, donc quand ils obtiennent le statut, 19% travaillent. Enfin, après 4 ans, il y en a 55% qui travaillent, ce qui démontre qu'avec le temps, les gens entrent sur le marché du travail. Et le bleu, c'est ceux qui dépendent du CPS, et cette là a tendance à diminuer. Une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas quoi faire. Donc, ce qu'on fait, c'est des carrières, et on a fait des carrières en essayant d'identifier à quelle vitesse ils rentraient sur le marché du travail et quels étaient les différents statuts qu'ils allaient obtenir. Et on obtient 4 types de statuts: carrière active, progressive, carrière de dépendance, et celles, parce que ce sont surtout des femmes, sont en dehors du marché du travail, qui représentent 12%. Et c'est le schéma qui est le plus simple, ça c'est du quantitatif pur, on représente l'ensemble des carrières, et on voit que le cluster 1, c'est ceux qui rentrent sur le marché du travail très rapidement, c'est là où il y a le plus jaune. Le cluster 2, c'est ceux où on rentre au fur et à mesure, c'est surtout après la 2e année d'ailleurs, c'est les données de la banque Carrefour, donc ça signifie que c'est les données tous les trimestres sur le marché du travail ou CPS, etc. On voit qu'au début c'est plutôt bleu et puis ça devient jaune, donc c'est progressivement qui rentrent sur le marché du travail. Le cluster 3, c'est surtout ceux qui restent dépendants du CPS pendant toute la période des 4 ans, c'est majoritairement des femmes. Et alors ça, l'enquête a démontré un truc, c'est majoritairement des femmes, mais c'est surtout des femmes avec enfants. Bon, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc on retrouve sur les mères célibataires, etc. Mais c'est une problématique aussi qui ne concerne pas que les migrantes. Et le vert, c'est ceux qui sont restés à la maison. C'est ceux qui sont essentiellement d'ailleurs des femmes au foyer selon une terminologie classique. Et après, on peut faire des analyses sur quelles sont les différentes variables qui déterminent et qui sont déterminantes par rapport aux carrières qu'on a vues. Par exemple, ceux qui rentrent sur le marché du travail très rapidement, c'est ceux qui travaillaient déjà quand ils étaient demandeurs d'asile, c'est surtout des hommes et pas des femmes, c'est surtout des jeunes et pas des vieux, etc. etc. C'est une manière de construire. Mais bon, ça c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce type d'interprétation qui insiste encore une fois sur 3 critères: les structures d'opportunité des contraintes qui pèsent sur les individus, les caractéristiques des individus, et la question du réseau social, parce qu'elle est vraiment très importante dans l'analyse des carrières. Je vous remercie. Merci beaucoup, Andrea, pour nous avoir plongé dans la sociologie. Alors, y a-t-il des questions simplement pour mieux comprendre quelque chose, ou des réactions par rapport à ce qui a été proposé ce matin ?
Oui. Bonjour. C'est moins une question qu'un commentaire. Je pense que dans les propos que vous avez tenus, et comme je vous suis dans la présentation, fait que j'en profite, je fais un peu de millage, il reste que quand vous avez parlé des relations sociales et du fait qu'en fait le migrant, il est ici, mais il est aussi ailleurs, c'est fondamental. Donc, on n'est plus dans les années 40 et 50 où les migrants se déplaçaient avec un but d'installation. En fait, ils ne le savent souvent pas, ce qui va se passer, et ça teinte forcément leur rapport aux institutions. Mais cette donne du transnationalisme dans les rapports, elle est vraiment, vraiment importante. Donc, en fait, je n'ai pas une question, je peux juste dire merci beaucoup, parce qu'en fait, les faits que vous avez mis de l'avant éclairent avec beaucoup de précision des éléments qui constituent ce qu'est un migrant aujourd'hui, quel qu'il soit et où qu'il soit. Fait que c'est sûr que par rapport à la santé, ça va jouer, puis je vais en parler, mais je vous remercie beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé. En fait, vous avez bien mis en avant le concept de carrière migratoire. Vous avez démontré que c'est un concept vieux. En santé publique, on a des concepts similaires qu'on emprunte à la sociologie et qu'on applique, l'intersectionnalité, la théorie de la structuration de Giddens qui montre les opportunités et les contraintes. Ce qui me pose souvent problème avec les concepts, c'est que on va tellement en profondeur dans la compréhension du problème, mais ça se traduit souvent peu par des pratiques, des applications concrètes, alors que depuis des années et des années, on étudie ces choses-là, l'intersection identitaire. Est-ce que pour vous, vos travaux, est-ce que vous ciblez des pistes d'application concrètes? Parce que moi, quand je parle avec les intervenants de terrain et que j'essaye de les dire, mais les migrants, ce n'est pas que des migrants, c'est parfois des gens éduqués, c'est parfois des gens qui arrivent et qui ont une ascension sociale, ils nous disent, mais nous, dans notre protocole, quand tu es migrant, tu es enceinte, ben, on doit te faire ce suivi-là, ce suivi-ci. Est-ce que vous trouvez que ce sont des concepts qui amèneraient à des applications plus concrètes, des outils? Parce que c'est ça un peu le passage de la sociologie théorique à l'application concrète en termes de politique. J'ai beaucoup de mal avec ça. Merci. Encore une question avant les réponses? Attends, juste le micro. Oui, bonjour, je suis aussi sociologue. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais juste une question sur la fin de votre exposé. Vous parlez donc vous avez mesuré combien de pourcents arrivent à un emploi. Je voulais savoir au niveau de la qualité de l'emploi, est-ce que vous avez des choses là-dessus, niveau de revenus? Je suppose que voilà aussi sur peut-être vous parlez aussi de l'emploi des femmes. Est-ce qu'elles sont plus dans le métier du care ou pas? Enfin, il y a quelques études là-dessus en France, mais voilà. Merci. Alors très brièvement, sur les questions de transnationalisme, je voudrais insister sur une chose. Mais je ne sais pas, c'est vous qui pouvez me répondre plus que moi, mais c'est juste de la provocation, mais fondée. Ce qu'on dit sur les migrants, c'est exactement ce que vous... Enfin, je ne sais pas si vous avez des gens qui viennent et qui travaillent à la Commission européenne chez vous. Bah, ils agissent de la même manière. Parce que dans le transnationalisme, ils sont toujours en référence avec le pays dans lequel ils sont ou des institutions dans lesquelles ils sont. Donc je voudrais aussi insister sur cette dimension-là. Surtout, ne prenez pas le tropisme, pauvreté, comme étant celui d'explication de tout. Puisque cette question est évoquée aussi de manière générale sur, ça arrive aussi à des gens qui ont des niveaux de scolarité différents, des modes d'insertion différents. Donc, je veux dire, voilà, il ne faut pas associer, surtout pas matcher trop vite pauvreté et culture, parce que sinon c'est une catastrophe. Et donc, je voudrais juste insister là-dessus, sur la dimension de la transnationalité, elle est partagée par l'ensemble des groupes sociaux, quelle que soit la position qu'ils occupent dans la hiérarchie sociale. Enfin, je voulais juste ajouter ça pour qu'il n'y ait pas de souci non plus d'avoir tout de suite une surdétermination culturelle sur la pauvreté. Voilà, ça, voilà. Point. Deux, oui, c'est quoi un concept? Un concept, c'est juste une réduction de la réalité. Mais ce n'est qu'une réduction de la réalité. La réalité est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus... Voilà. Donc ici, l'idée, c'est de définir un concept qui permet après... Alors, encore une fois, ça c'est vraiment très classique, de dire on fait des catégories et il y a des applications. Ben oui, il y a des applications. Carrière active. Quel est le résultat pratique qui sort d'un concept sur carrière active? C'est
il est absolument fondamental, nécessaire, indispensable que les demandeurs d'asile puissent avoir accès au marché du travail dès qu'ils sont sur le territoire, d'accord, et pas attendre qu'ils aient leur statut. Donc ça a un effet pratique. D'ailleurs, je vous signale que c'est la première chose qu'a fait le gouvernement Theo Franken, Michel, avec la vague migratoire, enfin, avec la crise européenne de l'asile de 2015, c'est de passer de 6 à 4 mois le temps d'attente pour entrer sur le marché du travail en Belgique. D'accord ? Donc c'est une application directe. 2, l'enquête démontre qu'il y a une invisibilisation des femmes avec enfants. Donc il faut des politiques spécifiques pour ce public-là, alors qu'il n'en existe pas. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ça, ce n'est pas des pratiques, c'est des politiques publiques. Bon, voilà, ça c'est juste par rapport à des politiques publiques. Mais je pense qu'il y a une traduction, et pour travailler quand même beaucoup au niveau terrain, je veux dire, je pense que ces concepts aident aussi, d'une certaine manière, à une traduction à ce niveau-là. Donc, il faut juste aussi, à un moment donné, réfléchir à quelle est l'implication pratique et politique des études que l'on fait. Mais je ne pense pas que les concepts interdisent cela. D'accord ? Voilà. Alors, concernant la qualité de l'emploi, oui, il y a vraiment plein de choses. Donc, il y a une chose qui est très classique, qu'on connaît. Maintenant, on en a déjà écrit plein. Et on a fait déjà 4 livres sur cette question-là. Oui, il y a une ethnostratification du marché du travail. Oui, à Bruxelles, vous avez les titres des services. C'est essentiellement des femmes polonaises qui sont arrivées dans les années 90, dont une partie d'entre elles sont devenues des entrepreneurs qui ont créé la boîte de titres services, qui n'engagent aujourd'hui une partie de polonaises, mais qui est arrivée les équatoriennes et les brésiliennes, puisqu'on est dans le principe de la chaise musicale, c'est-à-dire que dans le marché du travail, c'est le principe de la chaise musicale, il y a des places, quelqu'un l'occupe, ce groupe change de boulot, il va ailleurs et c'est un autre groupe qui l'occupe. C'est typique, même chose dans la construction, les Polonais étaient dans la rénovation de la plupart des maisons de nous qui sommes ici dans cette salle, quand on a acheté une maison il y a 10 ans, aujourd'hui c'est de moins en moins des Polonais, c'est de plus en plus des Brésiliens aussi, ou des latinos. Donc il y a aussi comme ça une circulation sur le principe de la chaise musicale. Le secteur est vraiment très intéressant puisqu'il y en a un fondamentalement qui existe en Belgique, qui existe en Europe et qui est la même chose aux États-Unis, c'est on ne mangerait pas des fruits et des légumes si ce n'était pas cueilli par des migrants. C'est aussi simple que ça. Donc tous ceux qui sont dans carrière active, à 80% travaillaient dans l'horticulture, pommes, poires, fraises. Une fois qu'ils obtiennent le statut de réfugiés, ils vont dans l'industrie et dans le service. D'accord ? Les femmes, c'est la même chose. Elles sont peu nombreuses comme demandeurs d'asile parce que c'est plus compliqué d'être dans la logique de la domesticité, du ménage, etc., et de l'éducation. Mais une fois qu'elles ont le statut de réfugiés, elles rentrent effectivement dans les services. Mais sinon, on le sait très bien, les primo-migrants sont surreprésentés, quel que soit leur niveau de diplôme, dans la construction, dans l'horticulture. L'horticulture, ça c'est, je veux dire, franchement, hein, entre ici, la Suède, Berlin, l'Italie, où elle va, ce sont des migrants qui cueillent tous les légumes et tous les fruits, à 80%. Bon. Hôtel, restaurant aussi, un autre secteur où ils sont surreprésentés. Il m'en manque un, mais enfin, vous voyez très bien les secteurs, de toute façon, ils sont connus et c'est très documenté depuis plus de 10 ans. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou l'autre question ? Oui ? Si. Bon, peut-être Mouktar n'est pas satisfait, mais à ce moment-là, je propose que vous discutiez à la pause. Mais il a eu réponse oui là-bas. Bonjour, Miguel Roubou, Observatoire de la santé et du social. Je vous remercie pour l'exposé. Je trouvais effectivement très intéressant. Je trouvais que c'est un concept qui est clarificateur et très porteur. Il y a juste une chose que je voulais vous demander, c'est si vous en venez à communiquer avec un cabinet politique ou éventuellement à travailler dans un cabinet politique, si vous garderiez ce même terme de carrière, parce que du point de vue de la migration, il peut provoquer des réactions vraiment de rejet et une appréhension très péjorative de ce que serait un trajet migratoire. Non, bien sûr, donc c'est un concept dans les travaux scientifiques, etc., mais je veux juste pas qu'on dise ils sont intégrés ou ils ne sont pas intégrés. En fait, c'est ça l'enjeu. L'enjeu fondamental tourne autour de ça. Ils sont intégrés ou pas. Si on commence par ça, c'est foutu. Voilà, c'est plutôt parce que c'est la normativité qui est chargée dans la dimension de... Vous savez, moi j'avais travaillé il y a longtemps, enfin, c'est comme ça que j'avais écrit sur la question de l'intégration. L'intégration, c'est quoi ? C'est une injonction paradoxale. Vous pouvez rester là, mais ce serait quand même vachement mieux si vous n'étiez pas là. D'accord ? C'est ça l'intégration.
Et donc il faut se départir en permanence de cette interprétation paradoxale qui est liée à l'intégration. Voilà. Maintenant, on ne va pas utiliser ce concept-là, on peut utiliser quelque chose qui est plus traditionnel, qui est la trajectoire, je ne sais pas. Mais dans les études que vous pouvez faire en santé publique, je pense que c'est important de ne pas simplement savoir comment les apprentissages se font et comment les pratiques se réalisent, mais quelle est la transformation de l'identité sociale pour eux-mêmes et pour autrui dans les pratiques qu'on insère. Et il faut avoir aussi cette idée-là. Je reprends toujours, enfin, encore c'est sur un des posters qui est là, qui est de dire... Ok, du lait artificiel, oui, mais lait artificiel, ça ne veut pas dire de dire apprendre à quelqu'un, c'est apprendre la transformation de l'identité de j'accepte cela et je le fais et je vais l'imposer aussi à ceux qui sont autour de moi parce que je pense que c'est légitime et que je dois avoir des appuis dans mon groupe environnant pour pouvoir mettre en œuvre cette pratique. Et c'est important aussi. Donc cette dimension d'identité sociale, c'était juste ça, je pense, comme idée que je voulais essayer d'avoir et de présenter ici. C'est qu'il ne suffit pas de changer les pratiques, il faut changer la manière de voir la pratique pour soi et pour autrui. Parce que changer une pratique ne peut se faire que si on accepte que les individus changent d'une certaine manière une représentation d'eux-mêmes et acceptent les motivations de poursuivre l'apprentissage dans lequel ils sont. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, mais on pourra toujours débattre bien entendu et dans les moments de pause.